Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps, il est l'heure pour moi aujourd'hui avec encore énormément de plaisir de vous présenter ma review du futur de l'épisode 135 de Dragon Ball Super. Vous avez remarqué, et je vous avais prévenu, qu'il n'y aurait pas d'épisode la semaine dernière et que cette semaine il y en aurait deux pour compenser le retard. Un aujourd'hui et l'autre devrait arriver dans le meilleur des cas vendredi, mais en tout cas ça sera dans la semaine. Vous avez été très nombreux à me poser la même question, j'y ai déjà répondu dans ma première review du futur, mais bon, je pense pas que le message a été bien passé, à me demander pourquoi il n'y avait pas de scène animée dans mes reviews du futur, pourquoi il n'y avait pas de dessin façon manga, pourquoi est-ce qu'en fait, on sent que je galère à trouver des illustrations, des fanarts, ou alors des images officielles d'animé pour illustrer mes propos. Si cette question vous intéresse, j'y répondrai en fin de vidéo, comme ça je vais pas faire une intro qui dure pendant 10 minutes, si vraiment le fait d'avoir la réponse vous tient à cœur, on s'en parle une fois que la revue du futur est terminée. Voilà. Maintenant, alors du coup, épisode 135, vous vous rappelez qu'il y avait les dieux qui étaient arrivés de chaque côté, avec du côté de l'univers 7, on a Ramushi, avec sa tête d'éléphant rose, on a Jin, l'homme poisson, et Sidra, avec sa tête de nain tout droit sorti du Seigneur des Anneaux. Du côté de l'univers 11, pour se défoncer du Jiren, on a Ivan avec sa tête de Kuribo, LS avec sa tête de Cléopâtre, et Likir avec sa tête de renard, ou pour les fans de Naruto avec sa tête de Kyuubi. Alors vous comprenez bien que ces mecs-là, ces Akaishin plutôt, ne sont pas venus là pour se faire un FIFA, ni pour se faire un petit Fortnite, non. Vous vous doutez bien que ça va bien se taper fort, mais avant ça, il y a un brin de discussion qui est fait des deux côtés. C'est quasiment la même chose des deux côtés qui est dite, parce que les mortels des deux côtés et les dieux, c'est-à-dire Champa et Vermouth, se posent la même question. Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas discuter? Enfin tu vois, bon, ils savent le pourquoi du comment, mais bon. En tout cas, les dieux vont être amenés à répéter leurs objectifs, à répéter le fait que Goku et Jiren sont des êtres mortels qui n'ont plus leur place dans le multivers étant donné que leur niveau de force est bien trop élevé à leurs yeux, et que ça pourrait devenir incontrôlable par la suite. Mais du côté de l'univers 7, il y a une petite particularité, c'est que Champa n'était pas prévu. En fait, les Akaishin qui sont allés se battre avec Jin ne pensaient pas du tout qu'il y aurait un Akaishin de l'autre côté, c'est-à-dire bien sûr Champa, qui est sous le choc de la perte de son frère si soudaine. Donc malgré ça, on sent que Sidra et que Ramushi sont plutôt choqués, mais Jin garde vraiment son sang-froid et remotive ses petites troupes et leur dit non mais ça change rien, on est 3 dieux de la destruction, on va pas se faire avoir par un dieu de la destruction qu'il considère comme étant de bas étage. Il dit si on a pu tuer Beerus, on peut tuer Champa, sous-entendu que Champa est moins bon que Beerus, ce qui avait déjà été sous-entendu dans le manga, quand Champa disait que lui ne s'entraînait pas comparé à Beerus. Et Jin est quand même vraiment confiant en lui-même parce qu'il dit que lui, il peut se faire facilement un gars comme Goku, ça ne lui fait peur. Il le défie, il lui dit « Vas-y, viens avec toute ta rancœur et sors-moi ton Ultra Instinct, on va voir ce que ça donne. » On ne sait pas en fait la puissance de Jin, mais en tout cas, le mec est sûr de lui. Généralement, un mec qui a un certain statut dans un manga, ça veut dire qu'il a quand même une tête bien faite. À part cas exceptionnel, mais ça veut dire que c'est pas une petite racaille, tu vois, les petites racailles dans les mangas, tout ça, quand ils ont confiance en leur pouvoir ou en leur force, au final c'est de la merde. Là non, le mec est confiant, et c'est sûrement qu'il a du répondant derrière. De l'autre côté, côté univers 11, on a quelque chose de plus calme, de plus apaisé. Ivan, il faut qu'il fasse les choses, mais il essaie de les faire proprement, il a un ton il ne lève pas la voix forcément, en plus il a une petite voix. À la limite, celle qui a plus le sang chaud, c'est LS, tu vois, mais même Likir, il est un peu calme dans le genre, il est pas trop dans le challenge, il vient te battre contre moi, en fait, il veut finir son affaire et se casser, tu vois, et on n'en parle plus. Sauf que de ce côté-là, on sent aussi qu'il y a une supériorité de la part de l'un des 3 Akaishin, c'est bien sûr Ivan. Il dit aux deux autres, à LS et Likir, de s'occuper de Vermouth et de s'occuper des mortels. Du coup, la répartition est simple, Likir part en tête-à-tête contre Vermouth, et LS part en 1 contre plusieurs, contre les mortels qui sont là, et Ivan se prend Jiren. Il veut finir les choses proprement, mais sous-entendu aussi que Ivan a compris que Jiren est un monstre de puissance, et il se sent plus apte que les deux autres à lui faire face. Tu vois, on sent qu'il y a certains niveaux de puissance qui commencent à se détacher, même si les dieux de la destruction restent dans le même sac, mais il y a quand même certains niveaux que l'on pourrait distinguer qui sont intéressants. Et sincèrement les devins, dans les deux combats, celui qui est nettement plus intéressant, alors visuellement c'est spectaculaire et tout, à des deux côtés, mais celui qui est le plus intéressant, c'est vraiment celui du côté de l'univers 7. Parce que si tu veux, l'univers 11, même s'ils ont la rancœur, eh bien ils avaient une espèce de tactique, ils étaient en train de préparer quelque chose si vous avez suivi ma revue du futur épisode 134. Tandis que du côté de l'univers 7, eh bien notre bonne vieille Team Z, elle était en train de se faire un petit peu remettre en place par Gohan et le vieux Kaioshin, mais c'était pas bien ça. Il y avait Vegeta qui commençait un petit peu à s'énerver dans son coin, il y avait surtout Goku qui commençait à ruminer un petit peu de la haine, et tout le groupe. Et le problème c'est qu'on y était presque. Gohan avait presque conquis tout le monde, il y avait même Goku la semaine dernière qui avait dit écoutez Gohan a raison. Mais là, de voir les mecs qui ont tué leurs potes d'un coup, parce que Beerus est devenu leur ami, bien sûr, d'un coup sous leurs yeux, c'était pas prévu, ça leur a fait monter le sang direct à la tête, tu vois, ils ont la tête, ils vont exploser. Les propos de Gohan sont mis de côté. Malheureusement, les mots, ça marche, mais ça met du temps, tu vois.
Et là, d'être nez à nez face au problème d'une manière imprévue et immédiate, c'est quelque chose qui a créé une surcharge d'émotions, tu vois. Donc Goku ne perd pas de temps. Il fonce, et pendant qu'il est en train de voler, c'était assez classe à voir, il y a son SSJ Blue qui arrive. Et on voit qu'il fonce directement sur Jin. Les deux autres Akaishin ne le voient même pas passer tellement il allait vite. Jin, lui, arrive très facilement à suivre la cadence et il s'étonne de ne pas voir sortir l'Ultra Instinct. Il esquive, il contre-attaque, etc. Ça a l'air plutôt à égalité. On voit que Goku se donne à fond sous la phase de l'énervement. Mais si tu regardes bien, on sent que Jin a quand même l'avantage. En même temps qu'il combat, on voit que les deux autres, eh bien, se sentent un petit peu éprouvés du fait qu'ils n'ont pas pu suivre les mouvements de Goku. Et il y a Jin qui leur crie dessus en leur disant « Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y !» Du coup, le combat se lance. Champa, il prend part bien sûr, et il est confronté à Ramushi. Et enfin, bien sûr, tu as Vegeta qui va se taper contre Sidra. Les autres mortels qui sont là ne sont pas excessivement puissants, à part Gohan, tu vois. Du coup, ils voulaient tous prendre au combat, mais Gohan leur dit de ne pas y prendre part. Ça énerve un petit peu Piccolo, mais il dit que Gohan a raison, il est bien trop faible. Et Krillin dit à Gohan, mais toi tu n'y vas pas, bon, en sous-entendant que tu es peut-être pas du niveau de Vegeta, mais quand même, tu peux faire quelque chose, tu peux faire la diff, tu vois, en 2 contre 1. Gohan dit que par rapport à ces 3 mecs remplis d'ego, de fierté, de vengeance, etc., il ne préfère pas y aller en 2 contre 1 parce que ça risque de devenir, limite ça va se retourner contre lui, mais qu'il attend de voir si une bonne opportunité peut se présenter pour en finir avec un des 3 Akaishin histoire de calmer le jeu. Bon voilà, en gros Gohan est là en bonus, pour le moment il trouve que ce n'est pas le moment d'aller se battre et qu'il va se faire rejeter aussi bien que ce soit par Champa, Goku ou par Vegeta. D'ailleurs on a Piccolo qui pense, enfin genre il se parle à lui-même en voix off, et il est quand même vachement impressionné des capacités de réflexion de Gohan. Alors il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il vient de faire, mais cette prise de recul face à l'adversité qui vient de se présenter juste après avoir perdu un ami relativement proche, il trouve que Piccolo gère bien. On sent qu'il y a cette sensation de fierté, mais il n'a pas le temps d'être fier. Le combat fait bien trop rage face à lui. D'ailleurs, toute la bande qui ne combat pas se rend compte que le combat est bien trop effroyable, et pourtant ils sont pas à fond, hein. Vegeta, il est juste en Super Saiyan parce que lui il est pas trop énervé, Beerus à la limite, bon voilà quoi. Vegeta n'est pas atteint personnellement directement, et du coup il le prend un petit peu comme un challenge encore, mais t'as Champa qui se donne fort, et t'as Goku qui se donne pas forcément à fort, mais quand même il y va fort, hein, sachant qu'en face il a Jin. Et du coup les impacts sont bien trop énormes, on a des bouts d'immeubles qui commencent à se péter, la terre qui commence à trembler. Bulma dit qu'elle est en train de préparer une espèce de champ de force pour pouvoir protéger au moins la ville, et à terme ce sera la terre, mais pour le moment ce champ de force n'est pas prêt, ça demande beaucoup de temps. Et même, elle se dit que même si c'était fait, vu le niveau d'énergie que ces gars dégagent, elle n'est pas sûre d'elle-même. Gohan s'adresse au doyen des Kaioshin, il lui dit Kaioshin-sama, et en voulant lui dire j'ai un truc à te dire. Le Kaioshin lui dit ne t'inquiète pas, j'ai compris. En une fraction d'éclair, et là, imaginez-vous la scène, c'était super classe. Imaginez-vous le combat de Jin contre Goku, qui part dans tous les sens, des impacts un petit peu partout, et au moment d'un impact, où les deux, c'est-à-dire les 2 points de Goku et de Jin se touchent, tu as le doyen des Kaioshin qui touche de l'épaule Goku, et qui fait un Kaikai direct vers une autre planète. Il transporte les deux vers une planète inhabitée de l'univers 7, on s'en fout du nom, il n'y a pas de peuple, il n'y a rien du tout dessus. Le doyen dit qu'on ne refera pas l'erreur de se téléporter dans un monde de dieu, sous-entendu bien sûr le combat Majin Buu dans le Kaioshinkai, ou même d'avoir téléporté Cell sur la planète de Kaio. Ce sont de très mauvaises expériences. Et du coup, le doyen des Kaioshin répète l'histoire encore 2 fois. Sauf qu'il va téléporter Vegeta et Sidra dans une autre planète inhabitée. Vous savez, au moment du tournoi du pouvoir, Shin nous avait dit qu'il y avait pas mal de planètes inhabitées parce que les peuples avaient été exterminés par l'armée de Freezer et tout ça. Donc voilà, au moins ça sert à quelque chose. Et au moment où le doyen des Kaioshin veut téléporter Champa et son adversaire, Champa lui dit ne m'amène pas là-bas, il lui dit amène-moi sur ma planète. Le doyen des Kaioshin est étonné mais il s'exécute. Il l'amène dans ce que j'appelle, ça c'est moi qui ai inventé le nom, le Akaishinkai de l'univers 6. Le doyen réfléchit, il se dit dans sa tête que ce n'était pas bête de faire ça mais on ne nous explique pas pourquoi. Du coup le doyen des Kaioshin revient sur Terre, il fait apparaître sa boule de cristal pour visualiser tout, et du coup on arrive à voir les 3 combats en simultané, un petit peu comme quand tu regardes des matchs de foot et qu'on te montre 3 matchs en même temps. Bon en gros c'était ça, sauf que les enjeux sont pas les mêmes, hein, tu comprends bien. Gohan demande au doyen des Kaioshin de se tenir prêt parce que dès qu'il verra une opportunité, il lui demandera de se téléporter vers l'un ou l'autre des champs de bataille, et il pense que celui vers lequel il se téléportera en priorité, ça sera soit son père, soit Vegeta. On va dire qu'il est plus réticent à se téléporter vers Champa, il a un petit peu peur. Il ne sait pas quelle pourrait être sa réaction dans ce cas de figure, et il pense que Champa est le plus réfléchi des 3. Le doyen des Kaioshin dit que Gohan est vraiment très impressionnant psychologiquement, ou en tout cas intellectuellement. Il lui dit que si Champa a demandé à faire ça, c'est parce qu'un Akaishin est plus puissant quand il est dans son Akaishinkai, dans sa planète si vous voulez. Le boost n'est pas énorme, mais ça lui donne quand même un gain de vivacité, de force, etc. Et c'est pour ça que les dieux de la destruction y dorment pendant de nombreuses années, ça les régénère, ça permet de les tenir longuement en vie, ça permet de perdre moins en endurance, enfin voilà, ils y sont vraiment bien, ils y sont aussi plus forts, plus compétents, plus performants.
Ramushi a le désavantage parce que lui, être dans la planète du Akaishin de l'univers 6, ça lui fait rien au final, c'est comme s'il était sur Terre. À ce moment-là, on voit que Ramushi fait vraiment moins le fier, il remet en cause le plan, mais il est bien obligé de se battre, là il n'y a plus de solution. Son ange n'est pas là, son Kaioshin il peut pas le contacter comme ça, donc voilà, il est obligé de se battre. Champa reprend du poil de la bête, parce que il était pas forcément en bonne posture. Entre Ramushi et Champa sur Terre, c'était plutôt l'égalité, et on sentait que Ramushi avait un petit peu plus d'endurance que Champa. Mais là, ça commence à bien revenir, Champa, il est pas souriant, mais en tout cas il a regagné en confiance, tu vois, il peut pas être souriant après avoir perdu son frère, mais la confiance est là, dans le genre tu vas voir ce que tu as fait à mon frère, je vais vraiment te faire goûter. Sur l'autre front de combat, nous avons alors Vegeta qui nous pique un petit peu une crise de colère, de jalousie. Il dit tout simplement à Sidra, vous êtes venu pour Goku, je suppose que vous avez fait pareil pour Jiren, parce que si je l'ai bien compris, vous avez peur des pouvoirs divins des mortels. Et là, t'as Sidra qui lui dit oui, tu vois, le mec il est pas bien lui non plus dans ses chaussures, mais il dit oui, c'est ça. Et Vegeta lui dit, dans ce cas, vous avez oublié quelqu'un. Et là, dans une manière plutôt épique, il se transforme en Super Saiyan Blue. Il lui dit, c'est moi, Vegeta-sama, le prince et nouveau dieu des Saiyans. À ce moment-là, encore une fois, transition, et là on en arrive forcément vers le combat le plus intéressant, ou en tout cas le plus important, on va dire, qui aura le plus d'impact sur l'issue du combat, c'est bien sûr le Goku contre Jin. Celui-ci fait rage, mais là on sent que contrairement aux deux autres combats, Jin y gère, tu vois. Aussi bien sur le combat, il mentait pas, il a de fortes capacités qui dépassent celles de Goku SSJ Blue malgré l'effet de rage qu'il peut avoir, et en plus, bon, endurance et tout ça, mais psychologiquement aussi, le mec, il gère son jeu, il arrive à mettre un petit peu Goku à bout, à profiter des failles qui sont ouvertes grâce à la mort de Beerus, il se moque un petit peu de lui, etc. Il lui fait comprendre que dans peu de temps, il va le tuer lui et Jiren et ça sera une affaire réglée. Et en plus, Jin lui dit, de toute façon, même si tu me bats, derrière il y a Ivan, il est en train de s'occuper de Jiren, et ensuite, ça sera ton tour, tu vois, ça sera vite réglé. Donc cette révélation-là fait en sorte que Goku reprend un petit peu ses esprits. Il redevient un petit peu plus calme, il ne baisse pas forcément en puissance ou en pouvoir, mais en tout cas sa rage baisse, et c'est plutôt à son avantage, parce que même si ses coups sont devenus moins explosifs, ils deviennent plus réfléchis, quand même plus stratégiques, tu vois, et ça c'est un fort avantage, en sachant qu'il conserve sa vitesse, il n'y avait pas vraiment de boost lié à la rage, c'était plus l'explosivité de ses coups, et surtout le fait que ça devenait un petit peu imprévisible, mais aussi bien pour lui-même, et c'était pas forcément son avantage. La rage dans un combat, mis à part cas exceptionnel, power-up de Gohan et tout ça, mais c'est rarement bon, tu vois. C'est bon en tant que déclic pour avoir le SSJ 1, SSJ 2, SSJ Ikari, mais après, il faut quand même garder un minimum la tête sur les épaules, sauf si le boost de rage est 3 fois plus important que la puissance de ton adversaire, mais c'est quand même assez rare. Et en plus, là, le pauvre Goku, son boost de rage ne lui a pas donné de nouvelles transformations, et donc bon, fallait pas s'attendre à grand chose. Et du coup, que fait Goku? Il passe en Kaioken x10. Directement, il n'y a pas de Kaioken basique. Et Jin s'étonne. Il a un petit peu un sourire en coin et lui dit « Je m'attendais à avoir de l'Ultra Instinct dès maintenant, mais tu te reposes, comme dans le tournoi du pouvoir, à cette technique dépassée de Kaio. » Donc déjà, Jin connaît le Kaioken. Visiblement, ça n'est pas lié qu'à l'univers 7. Et Goku fait un petit peu l'erreur, mais ça c'est classique dans les mangas, de révéler ses faiblesses et ses pouvoirs. Il lui dit « Pour le moment, je ne peux pas, mais t'inquiète pas, ça va suffire. Je vais te faire payer ce que tu as fait à Beerus. » Et là, Jin, forcément, il rigole, il dit « Déjà avec l'Ultra Instinct, je t'aurais battu, mais si tu ne l'as pas, c'est réglé. Je n'ai plus de raison de perdre mon temps ici. » Et bon, là, Kaioken x10 en blue ou pas, t'as Jin qui commence à défoncer Goku dans tous les sens, vraiment. Il se régale, il lui met des coups dans le ventre, dans la tête, dans le dos, partout. Il le fait s'écraser contre la planète, il le reprend à pieds joints, en plein milieu du dos. Vraiment, c'est limite de la torture, tu vois. Goku se fait malmener terriblement par Jin. De l'autre côté, sur les autres fronts, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus serré, sincèrement. On a Vegeta en blue, qui franchement se débrouille plutôt bien contre du Sidra. On sent que c'est assez serré, mais on sait que Vegeta a encore un palier au-dessus, rappelez-vous, le SSJ Blue Evolution, SSJ Blue Shinka. Donc on sent que Vegeta est confiant. Sidra se dit que c'est plutôt équilibré au corps à corps, et du coup il se dit que la carte du Hakai devrait fonctionner, ce qui est pas faux. Et avant de vous parler de l'univers 11, eh bien du côté de Champa et de Ramushi, eh bien c'est vachement spectaculaire, parce que ils utilisent pas mal de boules de Hakai, ils essayent l'un et l'autre de ce Hakai. On a des espèces d'explosions mauve-violette, parce que les deux envoient leurs boules de Hakai l'une contre l'autre. Ça désagrège tout sur leur passage. Champa s'en fout, il se dit que Vados reconstruira sa planète et un coup de bâton et c'est réglé. Il y a peu de corps à corps entre ces deux gars-là. Ramushi arrive à prendre l'avantage parce qu'il nous refait, entre guillemets, la même technique qu'il a fait dans le manga, dans la Battle Royale des dieux. Quand il crie, vous savez, Whis nous avait expliqué que les cordes vocales, un truc comme ça, de Ramushi, sont les plus puissantes de tous les univers, un truc comme ça. Ça peut paralyser, ça peut te mettre en état de choc, etc. Grâce à ça, il arrive à prendre l'avantage parce que Ramushi est plus rapide que Champa, malgré le fait qu'il soit sur la planète de Champa, et il en profite pour être à bout portant et crier dans ses oreilles. Je sais que c'est un petit peu drôle dit comme ça, mais rappelez-vous, dans la Battle Royale, Champa était éloigné de Ramushi, et il était comme ça paralysé. Imaginez à bout portant ce que ça lui fait. Champa comprend qu'il ne pourra pas tenir plus de 3 fois encore, donc 4 en tout, face à ces cris-là, donc le temps lui est compté.
mais qu'il compte profiter de son avantage en termes de puissance physique. Il dit que petit à petit sa planète lui donne de plus en plus de force, plus il est sur sa planète, plus ça le rapproche de son niveau maximal, tandis que Ramushi est en train de s'épuiser, plus il utilise de ses techniques et du Hakai et tout ça. Donc on sent que dans chacun des combats, il y a des cartes à tirer, mais Goku est quand même le plus mal en point. Et du côté de l'univers 11, alors LS a plutôt l'avantage sur les mortels. La seule chose qui la met mal en point, alors bon, le plus gros élément bien sûr sur lequel elle doit se confronter, c'est Toppo. Mais le truc le plus compliqué qu'elle doit gérer, c'est la vitesse de dispo et le fait qu'il y ait plein de mortels un petit peu partout autour d'elle. Les autres Pride Troopers tournent autour, ils essaient de lui faire perdre la tête, tu vois. C'est un vrai casse-tête de savoir sur lequel taper, qui va taper où, etc. Mais LS a aussi une technique en stock dans laquelle elle peut tirer plusieurs flèches à la fois avec son arc. Vous savez qu'elle a une technique de flèche d'arc, etc. Sachant que ces flèches en plus sont téléguidées, et même si ces flèches doivent faire des demi-tours, elles ne perdent pas en vitesse. Et même un gars comme Dispo se fait rattraper par les flèches de LS, même à pleine vitesse. Donc c'est très compliqué, il évite quelques Pride Troopers comme celui qui ressemble à une coccinelle et tout ça qui se font mettre hors jeu. Il reste vraiment que les plus balèzes debout. Bien sûr Toppo est devant. Toppo ne peut pas utiliser ses pouvoirs de Hakaishin parce que c'est pas à la demande, hein. C'est comme l'Ultra Instinct, c'était venu un petit peu par un déclic aussi durant le tournoi du pouvoir. Peut-être que dans ces conditions-là, LS aurait eu chaud, mais là pour le moment c'est plutôt facile pour elle. Elle évite à tout prix la confrontation directe parce que visiblement elle sent que Toppo est plus balèze que elle, donc elle est beaucoup à distance avec ses flèches, elle les maintient en respect, tu vois. Du côté du combat Vermoud contre Likir, c'est plutôt intéressant. Là aussi c'est plutôt à distance, parce que Vermoud a beaucoup de techniques d'emprisonnement comme il avait fait dans la Battle Royale. Il jette des espèces de cartes, comme un jeu de poker, les cartes avec le Joker dessus et tout ça. Certaines sont coupantes, certaines sont explosives, on dirait un petit peu un combat à la Naruto limite, hein. Certaines sont paralysantes, certaines permettent de jeter des espèces de sorts comme la paralyser, etc. Chaque carte a sa faculté. Il y aurait une espèce de stratégie liée à ça, que Likir va devoir un petit peu désamorcer. Et de son côté, Likir, lui aussi, c'est à distance, parce que vous avez vu qu'il a une technique un petit peu comme Jiraiya. Grâce au poil de sa queue, il envoie des pics, etc. Il essaye de contrer les multiples cartes que Vermoud lui envoie. Donc voilà, c'est un petit peu du jeu psychologique à distance, de savoir qui va arriver à passer entre les défenses de l'autre. Et de l'autre côté, on a Ivan et Jiren. Les deux n'ont pas encore commencé de combattre, parce qu'on sent que ces deux gars sont réfléchis, ils sont au-dessus du lot, tu vois. C'est pas des brutes, c'est pas des Saiyans, c'est pas, voilà. Ces gars-là réfléchissent, ce qui me rappelle un petit peu le combat de Kyuraku face à l'espada numéro 1, Coyote Stark, tu vois, dans Bleach. Les deux ont mis du temps avant de combattre, etc. Ils regardaient un petit peu comment ça avançait chez les autres, et ils comprennent en fait, Jiren et Ivan, que c'est eux deux qui vont déterminer l'issue du combat, un petit peu comme le combat Jin-Goku va déterminer le reste. Alors la différence de taille est assez drôle, hein. On voit que Ivan doit lever la tête très très haut pour voir Jiren, mais Jiren sent que ce gars-là en impose. Une espèce d'aura rouge pour Jiren et blanche et un petit peu noire en même temps pour Ivan commence à se dégager. Ivan lui dit qu'il veut faire ça proprement et que ce combat-là ne va pas durer longtemps. Il dit à Jiren d'être prêt à y aller à fond dès le début parce que selon lui ça va se terminer très vite. Tout en classe avec une posture voilà assez épique, et bien t'as Jiren qui lui répond qu'il est 100% prêt à l'accueillir, tu vois, dans le combat. Et c'est alors sur ce suspense, les devins, du combat Ivan contre Jiren, parce qu'au final les deux autres combats ne sont pas vraiment des suspens. Vous avez bien compris que dans les deux univers, il y a deux combats clés, tu vois, qui vont être déterminants pour le reste. Donc deux gros suspens pour l'épisode 136 du futur. Le combat Jiren contre Ivan et le combat Goku contre Jin. Bien sûr, les autres combats ne sont pas négligés, mais voilà, ce sera quand même les points culminants, hein, ça peut faire tout basculer. Les devins, j'espère vraiment de tout cœur que cette review du futur vous a plu. Si c'est le cas, eh bien soutenez-la vraiment du mieux que vous pouvez. Et c'est très facile, c'est très simple. Avec un petit clic, un petit pouce bleu, avec votre souris ou votre doigt selon si vous êtes sur le PC ou sur le téléphone, ça m'aide énormément à un point inimaginable, vraiment. Donc je vous en remercie du fond du cœur et c'est vraiment important pour des formats un petit peu qui sortent de l'ordinaire comme une review du futur. Et sinon, comme je vous l'ai promis, deux mots, je vais pas vous prendre la tête longtemps avec ça. Concernant les phases animées, les dessins et tout ça, vous l'avez vu dans cette review du futur là, l'aspect visuel n'est pas énorme, hein, c'est quelque chose qui n'est pas épique, loin de là, c'est des images fixes, je fais comme je peux. Je crée fictivement des scènes de combat qui n'existent pas et il n'y a même pas des fanarts pour représenter ce que je vous montre, ce dont je vous parle. Donc voilà, mis à part montrer des artworks existants, etc., je peux pas faire grand chose. Vraiment, la revue du futur va se baser sur ce que je vous raconte, en espérant que ça puisse faire naître chez vous une certaine forme d'imaginaire pour visualiser. Alors je sais que ça serait mieux que ça soit sous vos yeux plutôt que de l'imaginer, mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Je répète ce que j'ai dit en revue du futur épisode 132, tout simplement première raison parce que je n'ai pas les moyens ni de payer un animateur, ni de payer un dessinateur, parce qu'à la limite je pourrais faire juste des dessins fixes, façon BD, façon manga, mais je n'ai pas du tout les moyens pour payer quelqu'un pour ça. Ma chaîne YouTube ne me permet pas de vivre moi-même, donc je ne peux pas me permettre de payer quelqu'un. Je serais très fier de pouvoir créer de l'emploi, mais je ne peux pas. Deuxième chose, alors c'est vrai que faire des images façon manga en une semaine, ça reste possible, tu vois, une dizaine de pages. Par contre, l'animation, ça prend un temps fou. Je ne pourrais pas, même en payant quelqu'un, lui demander de faire des scènes animées pour un épisode par semaine. Le mec me dirait,
il va falloir que ça sorte tous les mois, voire même plus, tu vois, sur un rythme de un épisode tous les 2 mois. Et moi, je peux pas, j'ai pas le temps, tu vois. Il me faut 36 épisodes avant que le film DBS soit sorti. Je peux pas faire un épisode tous les 2 mois. Et troisième chose, vous allez me dire, il y a peut-être des abonnés généreux. Et j'ai eu des propositions de ce type-là sur mes messages privés, sur Amino, vous avez été nombreux à m'en proposer, il y a les liens en description pour me rejoindre sur Amino. Vous avez été nombreux à m'en parler par mail aussi, voilà, je vous remercie. Dans les commentaires aussi de mes vidéos, beaucoup de personnes m'ont dit, moi je fais des dessins, je fais de l'animation, je te le fais gratuit. C'est super généreux de votre part, mais je m'y refuse, parce que déjà je trouve que c'est un petit peu comme de l'esclavage. Ça veut dire que tu vas faire ça gratuit, tu vas devoir tenir un rythme, parce que moi, du moment où je m'engage auprès de mes abonnés à dire à partir de tel jour, telle revue du futur, il y aura des scènes animées, ben qu'est-ce qui va se passer? Ben les gens vont s'attendre à ce qu'elles soient là. Donc ça veut dire que moi je vais te dire, tiens, pour la prochaine revue du futur, il me faut ça, ça et ça, d'animé ou de BD, comme tu veux. Il va falloir que toi derrière tu tiennes le rythme gratuitement, c'est de l'esclavage. Après vous allez me dire peut-être que ces mecs-là s'en foutent, pour eux c'est pas de l'esclavage, ça leur fait un petit coup de pub pour leur page Facebook, ou alors ils aiment tellement ce que tu fais sur YouTube que ça serait super touchant pour eux de faire ça et puis ça les occuperait et tout. Pourquoi pas? Mais sincèrement les deux mains, faut être honnête. J'adore vraiment ma communauté, c'est-à-dire que je vous adore vraiment du fond du cœur, mais je ne peux pas me permettre de faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas, et cette personne-là ne peut pas me faire confiance comme ça, c'est réciproque. La confiance est quelque chose qui se crée, qui ne s'attribue pas immédiatement. Et je peux vous dire, après 2 ans d'expérience sur YouTube, c'est pas si énorme que ça, mais c'est quand même quelque chose. Eh bien, après ces 2 ans passés sur YouTube, j'ai tenté de faire confiance à X ou Y personne, je ne donnerai aucun nom, ça c'est clair et net, et dans 90% des cas, ça s'est mal passé. Parce que soit il y avait un malentendu, ou alors la personne a voulu me la faire à l'envers, ou moi sans m'en rendre compte, j'ai déçu la personne. Bon voilà, il y a toujours un truc qui fait que ça va mal se finir. Toujours ou presque, vous m'avez compris, il y a des fois où ça va bien, Ou alors, ça c'est vraiment les cas les plus extrêmes, la personne va te dire qu'elle fait ça par bon cœur, mais au bout de 2-3 fois, elle va te dire qu'elle veut être payée, alors que tu lui avais dit à la base que tu ne pourrais pas, on s'était entendu. Donc on revient sur le cas de l'esclavage, il va te dire mais quoi, moi je fais ça gratuitement. Donc il y aura toujours quelque chose qui ne va pas, et pour éviter tout problème, pour éviter de léser aussi bien vous que moi-même, je préfère vous proposer du contenu qui visuellement n'est pas étoffé, n'est pas développé, et m'en remettre à votre imaginaire en espérant que ça puisse fonctionner. Après bien sûr, il faut aussi voir l'ampleur de ma chaîne. Avec mes bientôt 77 000 abonnés, je vous en suis super reconnaissant, alors tu peux faire des projets, mais pas tant que ça, tu vois, c'est quand même très petit, voire à la limite moyen dans le meilleur des cas, tu vois, comme taille de chaîne, 77 000 abonnés, c'est pas non plus la grande fête, tu vois, c'est une réussite personnelle, jamais je n'aurais imaginé en arriver là. Mais en termes de ce que tu peux faire comme projet, ça t'ouvre pas des tas de portes. Donc avoir un projet solide avec quelqu'un qui, tu vois, qui travaille professionnellement là-dedans, ça n'est pas possible à mon niveau. Donc voilà, il y a beaucoup de contraintes à ce niveau-là, je fais de mon mieux, j'essaie de fouiller dans ma mémoire pour me dire, tiens, dans tel épisode, il y a une image qui ressemble à ce que je veux leur dire. Mais là, quand je vous propose des combats Goku contre Jin, où veux-tu que je trouve l'image? C'est juste impossible. Après, la seule chose que je me suis dit, c'est par exemple d'avoir, et là je pense que personne ne se sentirait lésé, c'est d'avoir quelque chose de vachement plus communautaire. C'est-à-dire par exemple de vous dire dans chaque revue du futur, d'annoncer un petit peu la couleur pour la prochaine revue du futur et de dire, ben voilà, j'aimerais bien voir 10 illustrations, qui sont les 10 illustrations majeures de ma review, ça serait ça, ça et ça. Et postez-les-moi, envoyez-les-moi sur Amino ou sur Twitter, enfin je sais pas. Et comme ça, je pourrais prendre. Comme ça aurait un effet un petit peu global. Ça ne serait jamais la même personne avec laquelle je travaillerai. Ça sera des personnes de tout niveau. Ça pourrait être quelqu'un qui commence le dessin, comme ça pourrait être quelqu'un de très expérimenté selon les dessins que je pourrais recevoir. Comme il pourrait ne rien y avoir, si personne ne participe, j'aurais rien, mais ça c'est pas grave. Donc peut-être de faire participer en gros toute la communauté qui a envie de proposer un dessin, plutôt que d'essayer de recruter quelqu'un, parce que ça serait malhonnête de ma part, tu vois. Peut-être que sur l'aspect communautaire, ça voudrait dire que moi je fournis une histoire et vous fournissez des illustrations. Peut-être que ça serait une formule qui marcherait et dans laquelle personne ne se sentirait un petit peu exploité, tu vois. Là, je pense que ça pourrait le faire. Donc les devins, dites-moi, faites-moi vos propositions en zone commentaire si vous en avez pour améliorer le système. Sachez qu'en tout cas, vraiment, essayer de recruter quelqu'un, je suis pas chaud. Voilà, certains l'auraient fait, moi je ne suis pas chaud du tout. Par expérience personnelle, ça tourne relativement souvent mal. Je vous remercie encore une fois pour tout le soutien que vous apporterez à cette vidéo-là. On se retrouve normalement très rapidement pour la prochaine revue du futur, la suite de ces combats et voir vers où ça va nous mener. D'ici là, prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.